Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Une crise politique en France qui divise les partis politiques. Pas de nouveau Premier ministre, pas de nouveau gouvernement. Le flou persiste sur la scène politique française après les élections législatives qui ont placé la gauche en tête, loin d'avoir une majorité à l'Assemblée. Aucune formation politique n'a emporté l'adhésion des Français. Quel gouvernement, avec quel pouvoir, qui pour diriger une Assemblée nationale sans majorité? Comment débloquer la situation? On en parle ce soir avec Mohamed Benchkroun. Vous êtes professeur associé au groupe Atlantique UNA. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. Alors, on va dire une crise politique française qui semble persister depuis ces élections. Comment expliquer ce blocage politique aujourd'hui? Alors, ce blocage est dû finalement à la composition de trois blocs politiques qui n'ont pas de majorité écrasante, mais qui ont des idéologies politiques qui sont non cohabitables. Nous avons le nouveau Front populaire qui est composé du Parti communiste français, du Parti socialiste, de l'écologie Les Verts et aussi donc, de la France insoumise, porte une idéologie qui est anticapitaliste, avec un élargissement de l'assiette fiscale et donc une politique pro-migratoire. Nous avons aussi le RN qui a l'opposé de cette idéologie-là et qui a une politique de préférence nationale et donc anti-migratoire. Et il y a la Renaissance qui est le parti de la majorité présidentielle, qui est dans le nini, qui ne veut cohabiter avec aucun parti des extrêmes, et donc propose une idéologie qui est libérale et capitaliste. Donc ces trois blocs-là, qui représentent un petit peu la composition de cette nouvelle Assemblée nationale, malheureusement, est dans ce blocage-là. Et donc, comme ils ne souhaitent pas cohabiter, donc c'est là où crée effectivement cet arrêt-là. Et tout ce que l'on peut dire, c'est à qui incombe la responsabilité? Ce blocage, c'est exclusivement et entièrement au président de la République qui a décidé de dissoudre l'Assemblée dans un moment où il n'était pas nécessaire de le dissoudre, à un moment où la France est à la veille d'organiser un des événements sportifs les plus importants qui sont les JO. Et donc, il se retrouve dans une situation qui est pire que celle où la France était avant la dissolution. Et donc maintenant, le motif de donner la parole au peuple est un motif qui est prendre avec des pincettes, parce que lorsqu'on veut dissoudre, il faut d'abord consulter les différents partis, les préparer le peuple français à ce nouvel scénario et surtout choisir le bon moment. Or, le moment n'a pas été choisi. Qu'est-ce qui a poussé le président de la République à prendre cette décision aussi hâtive à un moment, comme vous l'avez dit Sa défaite aux élections européennes ont été pour lui la véritable raison, mais je pense qu'au-delà de la défaite, il y a une forme de responsabilité à prendre. Et on ne peut pas d'un claquement de doigts, juste en consultant ses conseillers et le gouvernement, décider de dissoudre, parce que la Constitution lui donne cette responsabilité. On voit maintenant, nous sommes dans un chaos politique, dans un blocage qui est réel et qui aurait du mal effectivement à y trouver une solution. Et donc c'est quelque chose que la France n'a pas vécu sous la Ve République, c'est quelque chose, c'est sans précédent. Oui, donc c'est une première. Et donc cela, encore une fois, la responsabilité est exclusive et entière à Emmanuel Macron. Vous incombez donc cette responsabilité au président de la République. Vous l'avez dit, trois blocs principaux, tous en minorité relative et qui peinent à s'accorder donc pour définir une alliance. Vous l'avez dit, des idéologies différentes. Est-ce qu'on peut dire que les forces politiques ne sont pas à la hauteur des attentes des citoyens français aujourd'hui? Non, je ne dirais pas ça. Le premier parti politique maintenant qui a le plus de considération aux yeux du peuple, c'est le Rassemblement national. C'est le premier parti qui a eu le plus de sièges, car le NFP et la Renaissance sont des coalitions et des compositions de partis. Le peuple a fait confiance au Rassemblement national, mais c'est au deuxième tour où il y a eu effectivement, un front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. C'est cette stratégie de se désister
pour ne pas laisser le RN accéder au pouvoir législatif qu'a créé ce blocage. Donc je m'affilie à ce qu'a dit Marine Le Pen. Je pense que cette victoire n'est qu'une victoire différée. C'est-à-dire que certes, le RN n'a pas accédé, n'a pas eu le plus de sièges, mais je pense que lors des prochaines élections présidentielles, je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de leurs erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, des erreurs d'un point de vue de la communication, le fait d'avoir parlé de la binationalité par rapport à des postes stratégiques, cela a fait peur un petit peu à une partie de l'électorat français. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'électorat s'est mobilisé au second tour, donc le 7 juillet. Pour deux raisons majeures. Il y a eu un front républicain. Emmanuel Macron a établi cette stratégie, la politique, pour faire barrage à l'extrême droite. Donc cela a réussi, mais jusqu'à quand ? Depuis tout temps, le Front républicain a toujours fait barrage à l'extrême droite. Mais on voit que depuis les années 2000, le Rassemblement national ne cesse d'augmenter en termes de crédibilité. Plus la France s'enfonce dans sa crise structurelle, politique, économique, sociale, et plus le RN apporte de la légitimité. Donc je pense que c'est un phénomène qui se généralise un petit peu en Europe là. Qui se généralise un petit peu en Europe, à l'exception ce n'est pas que la France. À l'exception du Royaume-Uni, qui a fait aussi confiance à la gauche. Maintenant, je pense que le nouveau Front populaire a une responsabilité historique, car c'est la dernière chance au Front républicain. S'il n'arrive pas à choisir d'abord un Premier ministre, à nommer un Premier ministre. Justement, oui. La gauche, donc le nouveau Front populaire qui devait donner le nom du Premier ministre il y a déjà une semaine. Là, on a déjà un petit peu de retard et rien. Donc pourquoi est-ce que ça patine autant, le fait de nommer ce Premier ministre au sein de la gauche? Avant de répondre à votre question, d'abord, le nouveau Front populaire a une responsabilité historique, qui est de montrer au peuple français que le Front républicain a toujours des solutions pour redresser la situation de la France. Donc si le nouveau Front populaire ne réussit pas, d'abord par rapport à la situation la plus basique, qui est de nommer un Premier ministre, et n'arrive pas à trouver des coalitions pour créer une majorité relative, et donc accéder au gouvernement et appliquer son programme, ça sera un boulevard pour le Rassemblement national en 2027. Donc ce qui se passe actuellement, ce blocage-là entre les 4 partis du NFP, influencera donc les futures élections présidentielles. Effectivement, et déjà nous sommes dans une crise interne. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour nommer un Premier ministre, et ça, ce n'est pas de bon augure, et cela ne présage pas d'un avenir radieux de cohabitation interne et paisible dans un potentiel gouvernement. Huguette, en tout cas, Bello a été proposé par le Parti donc, communiste, soutenu par les Insoumis et les Verts, mais le problème se pose avec le PS. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette confrontation un petit peu entre les Insoumis et le PS, ou cette tentative d'avoir une influence? C'est une confrontation de leadership qui va asseoir son influence. Son influence, exactement. Donc tout ce que propose la France insoumise est rejeté par le PS, et tout ce que propose le PS est rejeté par la France insoumise. Maintenant, je trouve qu'on peut donner crédit à la France insoumise qui a eu cette humilité de ne pas imposer un Premier ministre issu de leur parti, sachant que c'est le parti qui a eu le plus de sièges parmi les 4 partis de la cohabitation du NFP. Et donc déjà, c'est un pas vers l'inclusion, vers le rassemblement. Maintenant, je pense, lorsqu'on entend le secrétaire général ou secrétaire national du Parti socialiste, il dit que ce n'est qu'une question de temps. Cela ne fait que quelques jours ou une semaine que les élections ont donné le résultat, et que normalement, ils ont un temps, d'ici le 18 juillet, de choisir un Premier ministre. Donc, on ne va pas anticiper, on ne va pas précipiter les choses, on va leur laisser le temps pour nommer. Mais si cela qui rejette pour le moment toutes les propositions. Mais il y a eu une réunion d'urgence au sein du NFP pour ouvrir les négociations et trouver effectivement un terrain d'entente dans la sélection de celui qui pourrait être rassembleur et inclusif, et celui qui pourra avoir la légitimité et le dialogue suffisant d'aller vers la cohabitation et la coalition, car c'est ça l'enjeu majeur. Ils ne peuvent pas gouverner seuls, et donc il leur faut un homme ou une femme
rassembleur ou rassembleur. Voilà, tout à fait. Et quel impact sur la crédibilité de la gauche, justement, cette mésentente, on va dire, entre principalement le PS et la France insoumise? D'abord, le nouveau Front populaire a été créé pour faire barrage au RN. C'est-à-dire structurellement, ils n'ont pas été amenés à gouverner ensemble et à proposer un programme électoral commun. C'est après la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président Macron et le résultat assez satisfaisant du RN qu'ils ont dit que la seule façon pour faire barrage au RN, c'est de chacun met de côté leurs différends et d'aller vers cette union de la gauche. Cela a été une réussite durant la campagne. En un temps record, ils ont proposé un programme, ils ont été excellents dans leur capacité de conviction et de persuasion. Emmanuel Bompard a été phénoménal lors des débats d'entre-deux tours. Et je pense que jusqu'à maintenant, cette cohabitation a marché. Maintenant, est-ce que cela va fonctionner lors du gouvernement, de leur capacité à nommer les ministres, de leur capacité à appliquer leur programme? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, s'ils n'arrivent pas à nommer de Premier ministre, on peut parler d'un éclatement de la gauche et du dernier espoir. C'est encore très tôt pour parler d'éclatement. Je pense qu'ils sont assez résilients, assez intelligents, assez stratèges. Il leur faut le temps. Il leur faut un peu de temps. C'est assez précoce pour émettre ce type de jugement. Demain, le président, donc Emmanuel Macron, devrait accepter la démission de ce gouvernement. Un gouvernement donc démissionnaire, mais qui ne disparaît pas, n'est-ce pas? C'est anticonstitutionnel, c'est du jamais vu. Cela montre bien la difficulté dans laquelle le président s'est mis, c'est-à-dire il dissout l'Assemblée, il n'est pas sûr que son parti va accéder au pouvoir, et cela a été fait à la veille des JO, qui est un événement majeur, qui est le porte-à-faux de l'image de la France. C'est un triple échec pour le président? C'est on va dire, un quadruple échec ou un triple échec. On peut utiliser les termes que l'on veut, mais incontestablement, ce chaos-là politique, il doit assumer sa responsabilité et dire que dans ce qu'il a entrepris, c'était de l'impulsivité, c'était une façon d'imposer un pouvoir que la Constitution lui confère, mais qui n'a pas été d'une façon morale, déontologique, sage et surtout visionnaire et anticipatrice. Comment c'est perçu par les pays étrangers, ce qui se passe aujourd'hui en France? Cela révèle d'une crise politique et démocratique. Interne. Cela révèle d'une crise politique, démocratique. Le premier parti, normalement, qui a eu le plus de sièges est le Rassemblement national. On voit maintenant qu'il est mis à l'écart de toute cohabitation, de toute coalition, de toute possibilité de former un gouvernement. Le président de la République montre qu'il est un personnage assez égocentrique, qui veut toujours se montrer comme l'homme providentiel qui va résoudre les différents challenges. Mais on voit bien que dans sa décision-là, il a plongé son pays dans une crise politique profonde et cela atténue l'image de la France sur la scène internationale, et fait incontestablement. En tout cas, ce gouvernement démissionnaire et les ministres donc, qui le composent, retrouvent-ils leur siège de député lorsqu'ils en ont un, en tout cas, et leur voix à l'Assemblée nationale? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont participer le 18 juillet? Bien évidemment, une fois qu'ils ont été élus députés, ils ont parfaitement le droit de siéger, de voter et de jouir de pleinement les droits. Ce n'est pas précisé dans la Constitution. C'est pas précisé dans la Constitution. Au niveau de l'usage, on le fait. On le fait tout à fait. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et cela aussi est une des marques de la crise politique dans laquelle le président a mis effectivement ses ministres et ses députés. On revient donc à cette responsabilité qui incombe aujourd'hui au président de la France. Quel rôle joue aujourd'hui Gabriel Attal? Alors Gabriel Attal a été nommé effectivement président du groupe de la Renaissance. Cela montre bien, cela place une confiance, la confiance que portent effectivement les députés vis-à-vis de Gabriel Attal, qui est présumé être le successeur de Macron lors des prochaines élections présidentielles de 2027. Il a effectivement été à la hauteur lors des différents débats d'entre-deux tours. Il a
il est un homme qui symbolise le rassemblement, qui symbolise la jeunesse, le dynamisme et l'avenir du parti et donc de la France. Donc je pense que c'était l'homme le plus présagé pour présider ce groupe parlementaire et je pense qu'il a en face de lui de belles années de succès politique. Maintenant, le président Macron ne lui facilite pas la tâche par rapport aux prochaines élections présidentielles parce qu'il symbolise la continuité du macronisme et donc des 10 ans de la présidence de Macron. Mais il a fait un choix. Il a un choix d'avoir accepté d'être à Matignon. Il a été à Matignon dans un délai très court. Quelles seront ces nouvelles responsabilités aujourd'hui, justement? Un homme que vous l'avez bien dit, qu'on voit aujourd'hui comme unificateur, on va dire. Oui. Donc, quelles seront ses responsabilités et les attentes? Alors, ses responsabilités est de défendre d'abord l'idéologie du macronisme, donc de la Renaissance, d'instaurer une unité, de ne pas laisser dominer par les deux blocs d'extrême, que ce soit le RN ou bien le Nouveau Front Populaire, et de rester unis, unifiés, solides, capables effectivement de faire des propositions de loi, capables d'amener les votes des députés vers le bon sens. Et donc c'est un rôle de leadership politique qui est très important et qui peut conditionner sa légitimité pour les prochaines élections présidentielles. On verra en tout cas d'ici 2027 ce qu'il adviendra de Gabriel Attal. En tout cas, revenons donc sur ces deux blocs dont vous parlez de l'extrême, donc le NFP et le Parti de la Renaissance. Vous l'avez dit, deux blocs aux idéologies très différentes. Donc aujourd'hui, supposons qu'on arrive à trouver une alliance, ou en tout cas qu'on arrive à former un gouvernement. Comment ça va se passer durant cette année au niveau des prises de décision? Est-ce que ça changera quelque chose? Alors d'abord, il faut parler des scénarios possibles. C'est ça, oui. Alors, le scénario le plus espéré, c'est que le NFP puisse s'allier avec les députés de l'extrême gauche, qui sont constitués qui ont 10 sièges, plus la capacité à convaincre les députés de la Renaissance qui ont une sensibilité de gauche. Donc ça, c'est le scénario le plus plausible, malgré effectivement les difficultés de cohabitation interne déjà entre le Nouveau Front Populaire. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on pourra travailler sur de réelles réformes, les augmentations de salaire, la réforme de la retraite? Est-ce qu'il pourra y avoir une avancée ou pas? Le Nouveau Front Populaire insiste dans sa communication politique à vouloir appliquer son programme électoral. Or, son programme électoral ne peut pas être accepté par les autres partis politiques. Augmenter le SMIC à 1 600 €, la reconnaissance de l'État palestinien, abroger la réforme de la retraite et la passer à 60 ans. Tout cela, je ne pense pas que cela serait accepté par la Renaissance. Donc il pourrait y avoir une coalition qui s'apparente comme ayant une majorité relative pour former un gouvernement. Mais est-ce que sur le fond de la réalité, est-ce qu'il y aurait des avancées concrètes? Ça, j'en doute très fortement. Donc des avancées pas tellement certaines en tout cas. On reste tout de même dans le flou. Il y a cet autre scénario dont on parlait tout à l'heure, celui d'un gouvernement technique qui est réduit donc à la gestion des affaires courantes, une option en cas de blocage. C'est le dernier recours. C'est un gouvernement de technocrates qui n'ont pas d'affiliation politique, nommé par le président de la République. Mais est-ce qu'il aura une portée démocratique? Est-ce qu'il aura une légitimité démocratique? Est-ce que l'Assemblée nationale suivra les décisions et les projets de loi de ce gouvernement? J'en doute très fortement. Donc je pense qu'il pourrait y avoir la constitution d'un gouvernement, que ce soit d'une majorité relative, présidée ou bien avec une majorité du Nouveau Front Populaire. Il pourrait y avoir un front républicain de gouvernement, à savoir constitué par la Renaissance, le PS en cas de dislocation interne du NFP et avec le LR, qui serait un front républicain gouvernemental. Mais encore une fois, est-ce qu'ils vont s'entendre? Très difficilement entre le PS et le LR. Et aussi cette technocratie. Donc le gouvernement pourrait être formé dans l'apparence, mais sur le fond, ils ne pourraient pas s'entendre, car ils sont effectivement à l'opposé des idéologies. Et lorsqu'on est
lorsqu'on porte fièrement une idéologie pour laquelle on se bat, avec une conviction interne, on ne peut pas accepter effectivement, au nom d'une coalition, de passer des réformes qui vont à l'encontre de nos convictions. On pourrait donc se retrouver face à un gouvernement technique, un gouvernement balnéaire, le temps d'un été, le temps que l'organisation des JE soit terminée, et puis on verra. On aura affaire à un gouvernement qui pourrait être formé officiellement, formellement, mais sur le fond, il n'y aurait pas d'avancée majeure qui pourrait répondre aux attentes du peuple français, à savoir des réformes structurelles audacieuses et même radicales. Donc à ce moment-là, on doit attendre 2027. Tout à fait. Les présidentielles, d'ici les 3 prochaines années, pas d'avancée essentielle selon en tout cas votre décryptage. Et que peut-on dire des institutions, peuvent-elles tenir ? Alors la constitution de la Ve République a été créée initialement pour qu'elle soit un régime parlementaire. Mais elle est devenue présidentielle après le suffrage effectivement direct de l'élection du président. Maintenant, on voit que la Ve République est à bout de souffle, qu'elle souffre d'une crise, qu'elle n'arrive pas à répondre aux problématiques des situations actuelles. Et donc, il faut penser à une révision de la Constitution. Pourquoi pas ne pas penser à une 6e République avec un régime qui donne beaucoup plus de prérogatives au Parlement, à l'Assemblée nationale, et moins au président, car lorsqu'on voit, parce que actuellement, c'est le président qui a créé ce blocage, qui a créé ces dissolutions, qui a mené au blocage et qui maintient ce blocage. Donc l'idée de la 6e République est plus que jamais doit être à l'ordre de l'actualité et elle a toute sa légitimité à être mise en place. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Donc une 5e République qui s'essouffle et puis peut-être qu'on va vers une 6e République, une version, on va dire, améliorée de l'ancienne. Merci à vous, Monsieur Mohamed Benchkroun. Je rappelle que vous êtes professeur associé au groupe Atlantique UNA. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. Merci pour ce décryptage. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.